Bonjour et bienvenue sur Double Clic. Je suis ravi de vous retrouver pour ce long format de la rédaction de France 3 Bretagne. Et pour ce nouvel épisode, nous avons voulu nous intéresser à l'Église catholique en Bretagne, elle qui a eu tant d'influence pendant des siècles. Alors, elle subit des crises, il y a une perte des vocations. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, Yvan Tranvoise, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste du catholicisme en Bretagne. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors, ma première question sera un petit peu directe. Est-ce que l'Église catholique en Bretagne est toujours bien vivante? Oui, bien sûr, elle est bien vivante, mais elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'Église catholique avait une très forte emprise sociale sur la région. Aujourd'hui, les catholiques sont une minorité, une minorité très dynamique, mais ce n'est plus qu'une minorité. Ils sont beaucoup moins nombreux, il y a également moins de prêtres, c'est ça? Les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'à la fois, si je parlais en termes d'entreprise, la demande diminue, il y a moins de fidèles à la messe dominicale, par exemple. On était à plus de 30% en moyenne de gens allant à la messe tous les dimanches dans les années 50. Aujourd'hui, on doit être autour de 2 à 3%, 2 ou 3% des Bretons qui se rendent à la messe le dimanche, donc c'est très peu. Mais puis, il y a aussi la chute des vocations que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clergé ne se renouvelle plus. On manque de prêtres, on manque de religieux, on manque de religieuses, et la crise est donc à la fois de la demande et de l'offre. On entend parler de baptême d'adultes, on entend parler aussi de messes remplies. Alors est-ce que ça veut dire que malgré tout, malgré cette baisse globale, il y a effectivement quelque chose qui se passe actuellement? Alors, il y a des églises pleines, notamment dans les centres-villes, à Rennes, à Brest ou Vannes, etc. C'est un bon signe assurément, mais il faut bien mesurer que le nombre de lieux de culte et le nombre d'offices diminuent en même temps. Donc moins de commerces ouverts, si je peux dire. Donc automatiquement, la clientèle se concentre là où il y a des choses. Et puis, pour ce qui est des campagnes, alors la situation est plus déprimée, mais là aussi, il faut quand même relativiser les choses, parce qu'on va dire l'église est fermée, mais le bureau de poste, souvent aussi, a fermé. Donc il y a aussi une redistribution de la population qui se fait globalement et qui affecte ce qui se passe pour le catholicisme. Mais c'est vrai qu'il y a des églises pleines, notamment dans les villes bretonnes aujourd'hui, et souvent avec une ambiance très, très forte. Certains ont utilisé le mot morte en parlant de l'église bretonne. Vous révoquez complètement? Ah oui, elle n'est pas morte, elle change. Alors elle change avec des phénomènes un peu contradictoires. Il y a à la fois, si vous voulez, tout un reste de fidèles qui sont attachés à l'Église depuis longtemps, qui sont un peu vieillissants, qui sont des gens qui ont vécu le Concile Vatican II comme une libération, qui sont très attachés à ce qu'a apporté ce concile. Et puis vous avez une jeune génération qui souvent est plus, je dirais, plus à droite, plus traditionnelle au fond que l'ancienne, et qui porte un autre dynamisme et un attachement peut-être à d'autres valeurs, curieusement, donc plus traditionnelles que les aînés. Vous évoquez une église à deux vitesses. Si on veut, mais l'église est de plus en plus dispersée, si je peux dire. L'une des grandes difficultés des évêques bretons, je crois aujourd'hui, c'est d'arriver à faire vivre ensemble des gens qui ont des logiques radicalement différentes, mais qui se disent tous chrétiens. Il y a des chiffres comme une hausse des baptêmes de 30%, des baptêmes d'adultes plus 40%, des mariages religieux plus nombreux en Bretagne que sur le plan national. Mais alors, ces chiffres, est-ce qu'ils sont trompeurs ou est-ce qu'il faut s'y fier? Alors, évidemment, l'Église communique en termes de pourcentage. Si on ramène ça à des chiffres absolus, les baptêmes d'adultes sur lesquels l'Église communique beaucoup, ça représente quand même relativement peu de choses. D'autre part, on sait quels sont les baptisés adultes. On est très mal renseigné sur le taux de persévérance. Il semble que des baptisés adultes décrochent dans les années qui suivent parce que finalement la communauté paroissiale où ils se retrouvent ne les satisfait peut-être pas autant qu'ils le pensaient. Donc il faudrait voir quelle est la persévérance. Sur les mariages religieux, comme sur certains baptêmes, il faut aussi prendre attention à un point auquel on ne songe pas, c'est que la Bretagne est un lieu touristique et on a un certain nombre de délocalisations, si je peux dire, de mariages et de baptêmes
de bonnes familles de l'Ouest parisien. Là, vous parlez sur l'été. Faire donc, on fait la cérémonie donc dans le golfe du Morbihan, vous voyez, et on rassemble la famille sur le lieu de vacances. Donc ça contribue à gonfler un peu peut-être les statistiques de certains baptêmes ou sinon de mariages religieux. Cette analyse que vous portez, c'est aussi parce que vous avez travaillé récemment sur cette question avec cet ouvrage, Bretagne et religion, témoins du christianisme depuis 1950, c'est ça, vous vous appuyez. L'analyse que vous portez, c'est sur des recherches vraiment récentes que vous avez fait sur la Bretagne. Voilà, il y a un groupe de chercheurs qui s'appelle la section religion de l'Institut culturel de Bretagne, qui régulièrement analyse, au fond, observe ce qui se produit, ce qui bouge dans le champ religieux contemporain en Bretagne. Et donc, en effet, nous interrogeons un certain nombre de témoins et nous allons voir précisément ces diverses catégories de population que j'évoquais tout à l'heure, à la fois des anciens, des gens plus jeunes et des sensibilités religieuses extrêmement différentes. Un travail de recherche pour justement analyser cette question. Alors, on a parlé des églises pleines en ville et vides à la campagne. Donc, clairement, c'est parfois une illusion. Quand on passe devant certaines églises de Rennes qui sont particulièrement remplies, il ne faut pas se dire que toutes les églises sont comme ça. Non, mais en même temps, c'est aussi important qu'elles le soient. Mais je pense qu'on a aussi des phénomènes plus larges, si vous voulez, que je résumerai d'une formule. On est de plus en plus passé d'un catholicisme territorial à un catholicisme de réseau et d'un catholicisme, de pratique régulière à un catholicisme festif et ponctuel. Voyez, on a des engagements qui sont moins durables, moins ritualisés. On se rassemble pour des moments forts, dans des lieux forts. Et ça change complètement la façon de voir les choses. On n'y va plus tous les dimanches, on y va plus pour une fête de Noël, une fête de Pâques, un moment spécifique. Quoi. Oui, et notamment chez les jeunes qui peuvent être extrêmement actifs pour les Journées mondiales de la jeunesse ou bien participer à un pèlerinage, par exemple. Et qui ne se sentiront pas pour autant obligés d'être tous les dimanches dans leur paroisse, si tant est que la paroisse les intéresse encore. Ils peuvent préférer se retrouver dans des groupes chauds, un peu communautaires. Une chose qui me frappe beaucoup actuellement, c'est le succès des aumôneries étudiantes. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, on pouvait douter un peu de l'avenir dans ces milieux-là. Donc c'est celle de Brest et de Rennes, c'est ça que vous avez repéré. Oui, qui sont effectivement très actives. Donc on peut quand même parler de déclin entre ce qu'a été le christianisme breton avant 1950 et aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Alors, un grand changement, c'est-à-dire qu'autrefois, le catholicisme avant était un phénomène de culture, aujourd'hui c'est un phénomène d'opinion. Vous voyez, je crois que c'est ça le grand changement qui se produit. Vous n'êtes plus naturellement dans une culture que vous partagez sans y réfléchir, vous êtes un participant volontaire à des groupes parce que vous y croyez. Donc du coup aussi, on a peut-être des gens plus convaincus, plus zélés qu'il y a 60 ou 70 ans, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qui a fait basculer ce schéma ? C'est les crises actuelles ? Quand je parle de crise, j'entends tous les scandales autour des agressions physiques et sexuelles dans les établissements catholiques, ou est-ce que c'est autre chose, c'est plus profond que ça, c'est lié à la société ? Je crois que les scandales dont vous parlez, qui sont connus du public essentiellement depuis le 2019, ne font qu'aggraver un certain nombre de problèmes qui étaient déjà latents. Je crois que le vrai changement est quand même un changement social profond. C'est-à-dire que on a dit quelquefois que les réformes du Concile Vatican II avaient poussé dehors des gens qui n'avaient pas digéré l'abandon du latin ou des réformes un peu précipitées. C'est peut-être vrai. Mais je crois que ce qui est plus fondamental, c'est au fond tout le tapis qui est en dessous et qui a glissé, si vous voulez. C'est-à-dire toute une série d'habitudes sociales qui se sont transformées. C'est toute la société qui a bougé. L'avènement d'une société de consommation, le changement radical de la démographie. Prenons l'exemple des vocations dont je parlais tout à l'heure. Quand vous aviez des familles rurales nombreuses avec 7, 8, 10 enfants, vous aviez un vivier pour des prêtres, des religieux, des religieuses. Voilà, quand vous n'avez plus que 2 enfants, un enfant ou deux qui pouvaient partir. Bien plus, quelquefois. Okay. Et donc, ça change complètement. Donc, vous voyez, je pense que c'est ce changement global de la société qui est l'explication majeure de cette crise du catholicisme. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu sans doute des maladresses dans l'adaptation de l'Église à la modernité.
Et est-ce que la Bretagne résiste mieux que d'autres territoires? Eh bien, aujourd'hui, ça ne paraît pas du tout évident. Longtemps, on a dit la Bretagne résiste, c'est un bastion de chrétienté. Aujourd'hui, au fond, la Bretagne s'est un peu alignée sur les standards français. L'Église actuelle est aussi portée par des prêtres venus de l'étranger, aussi des laïcs maintenant qui font vivre certaines églises. C'est ça le nouvel espoir? Alors, oui, les laïcs s'investissent de plus en plus, il y a beaucoup de bénévoles. Alors après, je ne suis pas sûr que ça soit durable parce que beaucoup des bénévoles qui aujourd'hui rendent énormément de services sont d'anciens catholiques revenus à la fois de leur enfance ou des gens qui ont gardé des nostalgies, vous voyez. Je ne suis pas sûr que la génération qui n'a jamais été réellement imprégnée de religion, celle qui arrivera à la retraite dans 10 ou 15 ans, aura la même volonté de s'investir là-dedans. Mais il y a un autre problème qui est très particulier pour le catholicisme, c'est que les sacrements majeurs ne peuvent être délivrés que par des prêtres, à la différence du protestantisme. Donc vous voyez, comme le prêtre est un personnage consacré, s'il y a un manque de prêtres, c'est tout le système qui est en quelque sorte bloqué. Et c'est ça en ce moment qui se passe. Alors actuellement, le catholicisme français, et breton avec lui, ne vit que sous perfusion. Perfusion de l'immigration, de prêtres africains ou de prêtres polonais qui viennent en effet pour bientôt un tiers presque des postes dans certains diocèses. On n'est peut-être pas là encore en Bretagne, mais enfin on a de plus en plus besoin de ces prêtres venus d'ailleurs, comme on les appelle, et qui en effet font un travail considérable, qui s'adaptent plus ou moins bien avec la population et réciproquement. C'est pas toujours simple, mais sans eux, en effet, le système pourrait s'effondrer. Donc il y a quelques années, quelques décennies, c'était la Bretagne qui exportait ses prêtres et aujourd'hui on les importe. C'est ça la situation. Absolument. C'est un renversement complet. La Bretagne a été un château d'eau qui a donné énormément de missionnaires. Toutes ces vocations excédentaires ont permis de nourrir les congrégations missionnaires en Afrique notamment, ou en Asie ou en Amérique latine. Aujourd'hui c'est l'inverse. Ce sont les pays du Sud qui nous apporte en quelque sorte un clergé que nous n'avons plus. Il y a aussi la crise face à la modernité. La société a accepté le Pax, la place des femmes, l'Église pas aussi bien. C'est partie des raisons qui ont pu éloigner le public des églises. Tout à fait. Il y a eu deux phases. Si vous voulez. L'Église a accompagné un certain nombre de modifications sur le terrain économique et social. Elle a même presque fait certaines révolutions dans le domaine agricole. C'est très frappant. La modernisation de l'agriculture bretonne a été largement faite par des militants de la JAC, la Jeunesse agricole catholique, qui ont joué un rôle énorme. Mais de même, le Parti socialiste a largement trouvé des troupes dans des militants catholiques. Par contre, vous avez raison, sur le domaine de la sphère privée, de la morale privée, l'Église a continué à opposer des barrages et continue d'opposer des barrages à des évolutions sociétales, que ce soit sur la contraception, donc sur le mariage pour tous, sur les autres réformes qui suivent. Et donc cette ligne de défense, si je peux dire, que l'Église continue à tenir, et pour des raisons qu'on peut comprendre, une défense intransigeante de la vie, tant au niveau de la conception qu'au niveau d'ailleurs de la fin de vie. Mais cette position-là, qu'on peut discuter, mais elle n'est pas comprise par beaucoup de nos... Par la société moderne. Voilà, par beaucoup des gens aujourd'hui. Et donc il y a certainement là, il y a un problème majeur. Alors là-dessus, les scandales que vous évoquiez, viennent... naturellement troubler le jeu, on dit mais vous faites la morale et de votre côté regardez qu'est-ce qu'on trouve quand on balaye un peu, on voit qu'il y a eu un certain nombre de scandales importants et donc effectivement ça met l'Église très mal à l'aise pour continuer à tenir cette position morale qu'elle veut forte. Et ces personnes qui tiennent l'Église bretonne aujourd'hui, ils ont un certain âge, eux aussi vont arrêter, il y aura peut-être un choc, un nouveau choc démographique lié à l'âge. Alors, il y a différentes choses. Je pense qu'il y a un certain catholicisme, qu'on dira conciliaire, qui en effet, me semble être en train un peu de s'éteindre. Il y a donc une jeune génération beaucoup plus identitaire qui est en train de s'affirmer. On a un exemple intéressant. C'est depuis 2018, il y a un pèlerinage annuel, c'est le pèlerinage de Fays et Braise, qui se tient à Sainte-Anne-d'Auray, qui donc rassemble aujourd'hui, une dernière édition, de près de 2500 jeunes qui
qui donc pèlerinent pendant un week-end du mois de septembre. C'est très jeune. Jeune breton. Jeune, donc Faith Hébraïse, identité bretonne, mais en même temps, les offices sont en latin, c'est les offices en forme extraordinaire, donc on sent là une sorte d'affirmation traditionnelle très forte, enrobée de cantiques bretons, etc. Et là, vous avez un paysage idéologique qui n'est pas du tout le même que celui des fidèles anciens qui garnissent encore les bancs des églises dans les villages. Très, très loin de ce qu'a été l'église bretonne, ouverte et accueillante pendant des années. C'est pas une question d'accueil ou pas, c'est une question de sensibilité très différente. Et là, c'est ce que vous dites, identitaire. Oui, parce qu'il y a un besoin. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui s'investissent fortement dans le catholicisme ont un besoin de radicalité. Donc prenez identitaire au sens large, vous voyez. Okay. Les congrégations qui attirent encore du monde sont celles où on porte l'habit, où on a une visibilité très forte. Vous voyez, ce sentiment, au fond, ceux qui remettent l'habit religieux aujourd'hui le font pour la même raison que leurs prédécesseurs les ont enlevés il y a 50 ans, c'est-à-dire pour être plus pertinents dans la société. Pour qu'on comprenne bien la différence, là, quand vous évoquez l'église d'identité, dans votre livre, vous la confrontez à l'église d'ouverture. Est-ce que vous pouvez repréciser ce que vous appelez l'église d'ouverture ? Ces concepts d'identité et d'ouverture, ça renvoie en effet un peu aussi à deux générations. Le catholicisme d'ouverture, c'est celui du Concile Vatican II. C'est un catholicisme qui privilégie au fond tout ce qui est manifestation du christianisme dans l'action et dans l'action charitable au sens large du terme, et qui peut prendre aussi des formes syndicales, politiques, tout ce qu'on veut, mais aussi le caritatif au sens le plus simple. Alors c'est pas très visible, c'est des gens qu'on voit peu, qui s'investissent dans des actions d'accueil aux migrants, dans le secours catholique ou le secours populaire, etc. Mais des gens donc qui sont investis dans l'accueil de l'autre, si vous voulez. C'est ça. Et puis vous avez donc en effet des catholiques d'identité qui, eux, sont plus soucieux de réaffirmer ce que le christianisme a de spécifique et que les organisations humanitaires ne vont pas forcément apporter. Vous voyez. Et aussi comment pratiquer la foi avant Vatican II. Parfois. Alors, chez certains, ça va en effet jusqu'à une remise en cause des réformes du Vatican II, mais pas chez tous. C'est très... le paysage est très fracturé actuellement. C'est très radicalité comme sur la société civile qu'on vit aujourd'hui. Oui, et on a maintenant une sorte d'assemblage, au fond, de communautés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les évêques ont du mal à faire tenir tout ça ensemble. Il y a une phrase clé, c'est « ceux qui parlent le plus fort ne sont pas toujours les plus nombreux ». Vous me l'avez évoqué, est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Il y a des groupes à l'intérieur du catholicisme qui ont une capacité de communication qui est très forte. Vous avez même d'ailleurs des gens qui sont très traditionnels dans leur conception religieuse, qui sont parmi les plus modernes dans leurs moyens de communication. Et inversement, si vous voulez, vous avez des catholiques qu'on dira de gauche très vite, qui, eux, font un travail de terrain absolument considérable, mais ne le font pas savoir, si vous voulez. Ce qui fait qu'on a le sentiment que certaines tendances un peu bruyantes sont plus importantes que d'autres qui ne communiquent pas suffisamment ou n'estiment pas avoir à communiquer. Oui. Okay. Bon alors, demain, justement, donc voilà, c'est... Ce que vous évoquez, c'est qu'il y a peut-être moins de pratiquants, moins de catholiques en Bretagne qu'il y a eu à une époque, mais par contre, ceux qui vont à l'église régulièrement aujourd'hui, quelque part, y croient un peu plus dur, un peu plus fermement que tous ceux qui allaient à l'église presque par habitude il y a quelques générations. Oui, je pense que c'est plus difficile d'être catholique aujourd'hui parce que autrefois, il suffisait en quelque sorte, on baignait dedans, donc il y avait un certain nombre de choses qui se faisaient, mais souvent aussi, ce qui était du domaine de la croyance n'était pas formalisé, n'était pas réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui s'affichent catholiques sont aussi soucieux de savoir à quoi ils croient, et donc du coup aussi se posent des questions que peut-être on ne se posait pas il y a 50, 60, 70 ans. Vous voyez. Donc c'est en effet une minorité, comme je vous le disais, mais une minorité plus consciente d'elle-même. Et vous qui étudiez ce sujet, j'ai presque envie de dire au quotidien, pour vous, quel est un peu l'avenir du catholicisme breton ? Est-ce qu'il va reprendre rapidement des forces ? Est-ce qu'il va se stabiliser ? Bon, je suis historien, pas prophète, donc, mais je ne vais pas me dérober à votre question. Moi, je pense que... il ne va pas s'effondrer ?
Ah, non, enfin, je pense qu'un certain nombre de choses vont définitivement disparaître, et donc on aura une nouvelle configuration, mais avec, pour moi, une difficulté, enfin, ce qui me soucie le plus quand je réfléchis à l'avenir, c'est cette question des vocations sacerdotales. Si vous voulez, je vois une reprise de la demande, pour dire vite. Je vois dans la jeune génération des gens avides de sens, avides de repères religieux, qui demandent quelque chose. Mais l'offre en face ne suit pas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui au Grand Séminaire de Rennes un peu plus de 20 séminaristes, et encore, ce n'est pas seulement les séminaires bretons, il y a aussi des séminaires bas-normands. Donc vous voyez, on ne voit pas pour le moment une reprise des vocations sacerdotales. Or, dans le catholicisme, c'est un élément clé. Vous voyez, et s'offre à parier sur l'idée qu'on pourrait ordonner des femmes plus tard. On n'y est pas. Et vous voyez, c'est pas. Je pense que réellement, là, on a un verrou qui n'est pas simple. Qui n'est pas lié que à la Bretagne, qui est vraiment pour... Ah, c'est un problème général. Okay. C'est un problème général, oui. Quand on pense église, on voit toujours la grande église, vieille église, le patrimoine au milieu du village, mais elles sont aussi parfois froides et un petit peu vides, particulièrement dans les campagnes. Est-ce que la modernité voudrait, on voit que maintenant certaines églises sont parfois vendues, deviennent théâtre, lieux culturels. Oui. Est-ce que pour redynamiser, regagner un petit peu de confort, accueillir dans des lieux plus petits, ce n'est pas possible? Ah ben si, ça serait possible, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que on a eu un exemple extraordinaire, c'est à Plounérin, où lorsque l'Église du XIXe siècle a menacé ruine, il devait rester une quinzaine de fidèles réguliers tous les dimanches à la messe. Ils étaient tout à fait prêts à aller dans une chapelle plus ancienne, très bien chauffée, etc., où ils auraient été beaucoup mieux. Et donc la mairie aurait pu, à ce moment-là, détruire une église qui ne servait plus, sauf que le clocher de Plounérin, ça se voit de la voie express. Okay. Et par conséquent, si vous voulez, le clocher, c'est le totem. Oui. Et donc, quelque part, lorsqu'il y a eu un référendum à Plounérin, savoir si on devait garder ou pas garder... Ils ont fait un référendum. Okay, et bien, ce référendum a été très favorable au maintien de l'église, donc à des réparations qui coûtent très cher, mais parce que, quelque part, le clocher était un symbole beaucoup plus puissant. Et ce n'était pas seulement, l'église n'était pas seulement le lieu où se passait la messe du dimanche. Vous voyez ? C'est pour la mémoire aussi. Alors, c'est là qu'on voit aussi qu'à côté de l'effondrement au fond de l'appartenance religieuse classique, il reste un patrimoine culturel chrétien qui a une importance considérable pour beaucoup de gens qui ne se reconnaissent plus comme chrétiens, mais qui ne voudraient pas qu'on détruise leur église, voilà, parce que ça c'est très présent dans notre région. Ah oui, oui, oui. Et on a une densité d'églises et de chapelles absolument considérable. Alors effectivement, ça va mener à quoi ? Ça va mener sans doute à des réaffectations d'usage. Bon, on voit très bien comment des églises pourraient être désaffectées et avec des accords qui peuvent se négocier, on peut arriver à des usages donc, qui seraient jugés convenables, c'est-à-dire bibliothèque, salle de concert, de spectacle, etc. On voit moins transformer ça en boîte de nuit ou je ne sais quoi, comme ça s'est vu en Angleterre. Hein. En Angleterre ou au Canada, les choses ont été beaucoup plus radicales. Mais là, curieusement, en France, nous avons la chance d'avoir la loi de 1905 et puis donc le système de séparation des églises et l'État qui, curieusement, protège fait que les églises sont protégées puisque donc elles sont toutes, pratiquement, toutes celles d'avant 1905 sont propriété des communes. Donc ce qui est une chance inouïe pour les évêques aujourd'hui. Toute votre analyse s'appuie déjà sur votre expérience, mais aussi sur l'enquête que vous avez faite, non pas tout seul, mais avec l'équipe, l'Institut culturel de Bretagne. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez revenir sur votre méthode, parce que vous êtes aussi chercheur quelque part ? Voilà, alors il y a mon travail d'historien. Là, j'ai introduit ce livre par une synthèse sur ce qu'a été le catholicisme en Bretagne depuis 1950. Mais dans ce livre, on a voulu aller à la rencontre d'un certain nombre de grands témoins du christianisme en Bretagne aujourd'hui. Il y a aussi des protestants, on regarde quand même un peu au-delà de la frontière catholique. Et notre petit groupe, qui rassemble une vingtaine de personnes, se réunit 2 fois par an, mais dans un lieu différent à chaque fois. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des acteurs sur le terrain et nous leur demandons d'expliquer ce qu'ils vivent, ce qui est en train de se passer. Et donc, ça nous permet, au fond, de sentir un peu, l'atmosphère religieuse de la Bretagne aujourd'hui. Donc, c'est un travail
auquel on tient beaucoup. Et ce n'est pas seulement des universitaires, c'est des universitaires, des acteurs du champ religieux, des gens intéressés par la question religieuse, mais dans une logique non prosélyte. C'est-à-dire nous sommes des observateurs, on n'est pas là pour promouvoir quoi que ce soit. Merci Yvon Tranvoise de votre présence, de votre analyse. Alors, je renvoie à votre dernier ouvrage, Bretagne et religion, que vous avez fait avec l'Institut culturel de Bretagne. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Double Clic. À très bientôt.